Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, voilà quelques explications pour que vous puissiez travailler votre cours de physique. Et essentiellement, maintenant, la première partie du chapitre sur la physique nucléaire qui sera attachée à la radioactivité. Voir un petit peu ce qu'est la radioactivité, comment on peut la caractériser, quelle est l'énergie qu'on peut en retirer. Ensuite, on aura un deuxième chapitre pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'intérieur du noyau. Chaque fois qu'on travaillera avec l'adjectif nucléaire, comme dans une centrale nucléaire, comme dans la physique nucléaire, comme dans l'énergie nucléaire, eh bien, on est fait attrait à tout ce qui peut se passer entre les particules qui sont à l'intérieur du noyau des atomes. Et donc, on terminera par, comment fonctionne ce réacteur nucléaire, c'est-à-dire un réacteur qui tire l'énergie des interactions qui peuvent être rompues ou qui peuvent être créées à l'intérieur de certains noyaux particuliers. On commence avec la radioactivité. Et donc, pour commencer cette première partie, moi, je vous demande de vous renseigner déjà un petit peu à travers 3 vidéos dont vous trouvez le lien sur le cours Classroom, pour vérifier un petit peu, qu'est-ce que l'énergie nucléaire, comment fonctionne une centrale nucléaire, et puis que fait-on avec les déchets nucléaires qui sont issus du fonctionnement de cette centrale nucléaire. Ensuite, vous travaillez, vous lisez par vous-même les différents chapitres, les différents points qui sont retrouvés dans le livre. Vous n'hésitez pas à noter l'ensemble de vos questions pour qu'on puisse y répondre la fois prochaine quand on aura cours. Une chose qui me semble intéressante et importante à vous réexpliquer pour que vous puissiez correctement comprendre, c'est l'objet de votre travail d'aujourd'hui essentiellement, les réactions de désintégration, c'est ce qu'on appelle la notation nucléaire pour les atomes. On a l'habitude d'utiliser les atomes en chimie. On doit maintenant apprendre à les utiliser dans le cours de physique avec certaines notations particulières. Et ensuite, décrire ce que sont les isotopes et comment on peut représenter les isotopes d'un élément en particulier. Donc, je ferme le bouquin pour l'instant et je vais vers les notes de cours. On est ici à la 2e page. On reprend certaines choses que normalement vous avez dû voir dans les cours de chimie précédemment. Sinon, comme je viens de le dire précédemment, vous notez les questions et vous me poserez ça au prochain cours. Quand on regarde, à titre d'exemple, l'iode, dans le tableau périodique des éléments, nous n'avons qu'une seule case pour l'iode, qui se représente ici à l'élément numéro 53. Néanmoins, dans la nature, si vous allez rechercher différents échantillons d'iode, toutes les iodes n'auront pas les mêmes caractéristiques. Et donc, on a de l'iode qu'on dit 123, de l'iode 125, 127, 129 ou 131. En laboratoire, si on détermine par différentes techniques le nombre de particules de ces différents types d'iodes, on se rend compte de certaines choses. Comment évolue le nombre d'électrons pour des iodes différents? Ce nombre d'électrons reste toujours identique, 53. Le nombre de protons reste toujours identique. Il est aussi de 53. Si vous vous souvenez, un atome étant électriquement neutre, le nombre de protons sera toujours égal au nombre d'électrons. Où retrouve-t-on ces informations qui concernent le nombre d'électrons et le nombre de protons? Dans notre tableau périodique. Et là, on revient à quelque chose que vous avez appris, vous en êtes rappelé en début d'année. Le numéro atomique, dans la petite case à gauche et en haut de l'élément dans le tableau périodique des éléments, constitue le numéro atomique et il représente le nombre de protons ou le nombre d'électrons, vu qu'il s'agit de la même quantité électricité neutre au niveau d'un atome. Par contre, si on calcule le nombre de neutrons pour chacun de ces atomes d'iode particuliers, pour rappel, comment est-ce qu'on vient calculer le nombre de neutrons? On prend le nombre de masses, grand A, qu'on retrouve en bas de la case qui concerne l'iode. Disons qu'ici en bas en chimie, on a appelé ça la masse atomique relative et parfois on l'arrondissait au nombre entier le plus proche. Si je prends mon atome d'iode, mon élément iode, je lis sur mon tableau périodique 126,9. Si j'arrondis,
J'ai donc un atome d'iode qui, en général, en moyenne, ce qui représenterait le mieux l'iode qu'on trouve sur Terre, c'est un atome qui a 127 nucléons, donc 127 particules dans son noyau. 127 particules dans son noyau, on retrouve cet iode ici dans la troisième ligne de notre exemple. Oui. La majeure partie de l'iode sur Terre est de l'iode 127, mais on n'a pas que ce type d'iode. On a d'autres exemples, d'autres représentants de cet élément iode. Pour arriver à déterminer le nombre de neutrons, on prendra le nombre de masses qui ressemble à ce qu'on trouve dans son tableau, mais qui maintenant doit être précisé pour chacun des isotopes. Pour l'iode 123, le nombre de masses, c'est 123. On lui retire le nombre de protons pour arriver au nombre de neutrons qui caractérise cet iode 123, c'est-à-dire 70. Un autre atome d'iode 125, même calcul, 125 cette fois-ci, parce qu'on est dans le deuxième exemple, c'est plus le 123, moins 53, 72 neutrons. Et pour chacun des iodes qu'on a retrouvés dans notre tableau, on peut comme ceci calculer le nombre de neutrons. D'accord ? Qu'est-ce qu'on observe au niveau de la caractérisation des différents isotopes, différents atomes possibles pour l'iode? Le nombre d'électrons et le nombre de protons ne varient pas entre les isotopes. Ils sont toujours égaux entre eux et ils sont toujours égaux au numéro atomique qu'on retrouve dans le tableau périodique. Par contre, ce qui va permettre de différencier les isotopes, c'est le nombre de neutrons. Et comme un neutron est neutre, on peut tout à fait changer le nombre de neutrons d'un atome sans en changer la neutralité. D'accord ? Un élément, ce sera donc un ensemble d'isotopes qui sont caractérisés par quoi? Chaque isotope a le même numéro atomique, mais par contre un nombre de masses différent parce qu'un nombre de neutrons différents qui vient à chaque fois alourdir cette masse quand on rajoute un neutron supplémentaire. Pourquoi dans notre tableau périodique n'a-t-on pas toutes les possibilités pour l'iode? Eh bien pour rétrécir un petit peu le nombre d'informations. On connaît pour chaque élément du tableau le nombre et la spécificité de chacun des isotopes. Plutôt que d'avoir 5 cases pour les 5 types d'iode, eh bien on a choisi de ne mettre qu'une seule case pour l'iode, d'accord, et de calculer la masse moyenne de l'atome d'iode qui est représentatif sur Terre, et donc on tient compte de l'abondance relative des différents isotopes. Par exemple, on a un certain pourcentage de l'iode sur Terre qui a un nombre de masse de 123, un autre pourcentage qui a un nombre de masse de 125, une majorité de 127 parce qu'on arrive à une moyenne qui est quasiment de 127, etc., etc. Et donc on arrive ici à un atome qui pèse en moyenne 126,9 unités de masse atomique. Évidemment, pour ces isotopes, vous ne devez pas retenir tous les isotopes pour chaque élément qu'on peut retrouver dans le tableau périodique avec lequel on travaillera. Quand vous devrez faire un exercice, c'est à moi de vous préciser avec quel isotope de chaque élément vous allez devoir travailler. Et vous pourrez donc trouver facilement le nombre de masses de notre isotope qui sera toujours positionné ici en haut et à gauche du symbole de l'élément. J'entame déjà avec ceci la manière d'écrire nos isotopes en notation nucléaire. Et attention, là on n'est plus dans le cours de chimie, on est bien dans le cours de physique. On reprendra à chaque fois ceci sous la forme un grand X, précédé en haut du A, en bas du Z. D'accord ? Parfois, ce Z numéro atomique ne sera même pas indiqué. Pourquoi ? Parce que quel que soit le symbole que vous retrouvez, le numéro atomique, le numéro qu'on retrouve ici en haut à gauche dans la case du tableau périodique, restera toujours identique pour tous les isotopes de l'élément en question. Donc on peut ne pas le préciser, on retrouve cette information dans notre tableau. Vous pouvez relire tout ceci à la page 214 dans l'encadré
un peu mauve qu'on retrouve ici dans votre livre. Un exemple de notation, le carbone 14 qu'on utilise pour dater certains vestiges retrouvés, on en discutera par la suite, on expliquera comment fonctionne cette datation. Eh bien, ce carbone 14 est un isotope du carbone. On n'a pas que du carbone 14, d'accord? Mais si on doit travailler avec cet isotope-là, je dois vous préciser son numéro atomique comme ceci, ainsi que son nombre de masse. Ou alors, je ne précise que son nombre de masse. Le numéro atomique pour le carbone, on le retrouve de toute façon dans le tableau périodique, ce sera toujours 6. Je peux mettre ce 6 ou je peux ne pas le mettre. De toute façon, l'information reste toujours identique pour le carbone. D'autres particules vont nous intéresser. On a l'électron, le neutron et le proton. Attention, on est maintenant plus en train d'écrire ces particules sous la forme du cours utilisé en cours de chimie. Et donc l'électron, je ne veux pas dans le cours de physique vous voir écrire un électron comme ceci. Ça, c'est bon pour la chimie. Moi, dans mon cours de physique nucléaire, je dois absolument utiliser la notation nucléaire. Pour l'électron, on prend son initiale, c'est un E, d'accord? On doit lui associer 2 petits chiffres en mettant ça devant le symbole, la petite initiale E. Le A, nombre de masse, ça représenterait le nombre de protons et de neutrons qu'on trouverait dans ce qu'on est en train de caractériser au niveau de son noyau. Un électron comporte combien de protons et de neutrons? 0. On n'a pas de protons et de neutrons quand on regarde un seul électron. Et donc, on place un 0 ici au-dessus, là où on met le nombre de masse pour les autres isotopes, les atomes complets. En dessous, ce qui représente le numéro atomique, le petit z, ça correspond au nombre de protons. Ouais. Quel est le nombre de protons et quelle est la charge surtout apportée par ce proton? C'est une charge positive. Or, mon électron apporte l'opposé d'une charge positive, donc il apporte -1. Et donc, on met ce -1 ici en dessous à la place du Z, numéro atomique pour les atomes. Électron, on ne l'écrit plus comme en chimie, on l'écrit toujours comme ceci, 0, -1 et un petit E. Pour le neutron, on prend son initiale. Combien de protons, neutrons quand on regarde un neutron? 1. Combien de charge apportée? 0. Et donc une notation ici pour le neutron. Je ne veux plus jamais utiliser ce qu'on a pour le cours de chimie. Pour le proton, identique. Tout ceci, pas dans le cours de physique. Par contre, on se pose la question, je mets un P, c'est l'initiale de proton. Ici au-dessus, je dois indiquer le nombre de nucléons, protons et neutrons. Quand je regarde un proton, j'ai bien un proton. Et puis, je me demande quelle est la charge apportée par ce proton. Une charge positive. Eh bien, je marque le 1 ici en dessous. Et donc, voilà la seule écriture en physique nucléaire pour notre particule particulière qui est le proton. Je vous propose maintenant de faire une petite pause sur la vidéo et d'aller travailler le premier exercice qui est à la page 219. On le regarde ensemble. On nous demande combien de protons et de neutrons y a-t-il dans différents noyaux. Attention, d'habitude, le fluor, on prenait le fluor moyen qui était représenté plus ou moins par un arrondi de la case dans notre tableau périodique. Ici, vous n'avez plus le choix. Vous devez travailler avec le fluor 19. Oui, on a peut-être du fluor 18, on a peut-être du fluor 20. Ce n'est pas l'objet de notre question. Ici, moi, je vous demande de travailler avec le fluor 19. Le petit 9 en dessous, ça nous ramène au numéro atomique. Le 19, nombre de masse, nombre de nucléons. Une fois que vous connaissez tout ceci, vous pouvez commencer à répondre aux questions. Vous avez votre fluor, vous avez le nombre de protons et le nombre de neutrons à déduire des chiffres qui sont indiqués ici en dessous. D'accord? Pareil pour le carbone 14. Le petit z n'est pas indiqué, on peut l'omettre, ce n'est pas grave. On peut écrire le carbone 14 comme ceci. On aurait pu de la même façon écrire l'uranium 235 de la même façon.
Ici, dans votre bouquin, ils l'ont écrit en toutes lettres. D'accord? Vous avez ici le petit rappel. Vous trouvez toutes les informations dans votre écriture nucléaire, certaines choses également dans le tableau périodique. Pour retrouver le nombre de protons, ça correspond au numéro atomique, le Z, et le nombre de neutrons, on fait nombre de masses qu'on trouve maintenant dans l'écriture de nos atomes, moins le numéro atomique petit z. Et vous avez comme ceci la résolution pour vos exercices, pour le premier exercice. Cette résolution est scannée et est disponible aussi sur le cours Classroom. On revient maintenant dans notre cours après cet exercice. Certains éléments ne restent pas stables et ils doivent se libérer d'une certaine quantité d'énergie. C'est d'ailleurs cette énergie nucléaire qui va être utilisée pour faire fonctionner les centrales nucléaires de production d'électricité. Et pour libérer une certaine quantité d'énergie qui donne lieu aux 3 types de rayonnement, alpha, bêta ou gamma, que vous avez étudié dans le 2e point, eh bien c'est ce qu'on appelle notamment des désintégrations d'atomes. D'accord? Donc le noyau des atomes va se désintégrer. Voyons ça dans le sens où il ne va pas exploser, disparaître complètement, mais il va changer de forme pour donner naissance à une particule spéciale, plutôt dire ça comme ça, qui va définir les 3 types de rayonnement. D'accord? On commence avec la première désintégration, qui est la désintégration de type alpha. Dans ce cas-ci, dans mon exemple du cours, on est à la page 3, on part de l'uranium 238. L'uranium 238 possède beaucoup trop d'énergie dans son noyau. On a là une quantité d'énergie bien trop importante. Quel est ce type d'énergie? Nous le verrons plus tard quand nous verrons les forces qui sont en jeu à l'intérieur du noyau. D'accord? Mais en tout cas, ce noyau, les protons, les neutrons qui sont là sont beaucoup trop serrés. Ils ont besoin d'air, ils ont besoin de se libérer, ils ont besoin de donner cette énergie. Comment donner de l'énergie? Eh bien, notamment en se cassant en morceaux. Notre uranium va se casser en 2 morceaux différents. Si nous prenons la page après, on a l'explication visuelle. Le radium, le grand, dans un autre exemple ici, le noyau de départ a beaucoup trop d'énergie. Eh bien, il va se désintégrer, se casser en 2 morceaux différents. D'accord? Un noyau un petit peu plus petit, parce que certaines des particules de mon noyau de départ se sont séparées du groupe et partent pour donner lieu à une émission d'énergie. Dans le cas d'une désintégration alpha, eh bien, on a ce qu'on appelle une particule alpha qui est émise. Et elle est émise à grande vitesse, ce qui donne une quantité d'énergie libérée très importante. D'accord? Cette particule alpha est toujours un atome d'hélium. Si on va vérifier la case du tableau périodique pour l'hélium, on lit un 2 ici et un 4 ici en dessous. Et donc on peut maintenant, parce qu'on se souvient de comment écrire les atomes en écriture nucléaire, eh bien on peut écrire de cette façon-là l'atome d'hélium. He pour son symbole, 4 masse, nombre de masses, et 2 numéro atomique. Quand on écrit notre réaction de désintégration alpha de l'uranium 238, eh bien on sait que cet uranium va se transformer pour former autre chose, on trouvera ce que c'est après, mais on sait qu'il va émettre une particule alpha et que cette particule alpha c'est un atome d'hélium. L'hélium, on sait comment l'écrire en notation nucléaire. Et ensuite, on n'a plus qu'à pondérer, entre guillemets, équilibrer cette réaction nucléaire en comparant le nombre de nucléons et le nombre de charges qui sont apportées par chacun des protons qu'on retrouve dans le noyau. Notre uranium de départ avait 238 nucléons. Ces nucléons ont été répartis en 2 morceaux. Un noyau d'hélium qui en prend 4
et le reste. Si notre noyau d'hélium en prend 4, qu'est-ce qui nous reste ici? 234 nucléons à placer dans le noyau fils, le noyau qui a été produit suite à cette désintégration. L'uranium contenait 92 protons. 2 protons sont partis avec notre noyau d'hélium, il en reste donc 90. D'accord? On regarde ce chiffre 90 qui est ici et on va voir dans notre tableau périodique. Notre élément 90, que je le retrouve, est ici. D'accord? Et donc, on n'a plus qu'à utiliser le symbole de ce nouvel élément pour venir compléter notre réaction de désintégration alpha. En physique nucléaire, on écrit des équations nucléaires. En chimie, on écrit des équations chimiques. En physique nucléaire, on écrit des équations nucléaires. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? L'élément de départ se transforme. On ne retrouve plus de l'uranium, mais on retrouve un autre élément. De quoi dépend cet élément? Du nombre de protons, du nombre de nucléons qui va rester dans le morceau quand 4 nucléons, dont 2 protons, se sont échappés avec la particule alpha qui est l'hélium. D'accord? On constate donc que le nom, notre élément a changé, mais par contre, le nombre de particules reste identique. J'ai bien autant à gauche de ma flèche qu'à droite en 2 parties, il suffit de faire un petit plus, 238 nucléons, autant le nombre de charges apportées par les protons, 92 égale 90 plus 2. Si on doit écrire l'équation qui correspond à la désintégration du radium, je dois moi-même vous préciser qu'il s'agit d'une désintégration alpha. Si c'est une désintégration alpha, émission d'un hélium 4,2. Oui. On part du radium. Le radium, on trouve sa case Ra dans le tableau périodique. On reprend son numéro atomique et son nombre de masse. Ensuite, on écrit qu'il se désintègre en quelque chose qu'on doit trouver à la fin, mais on sait qu'à côté de ça, on aura un deuxième morceau qui sera un noyau d'hélium. Oui. On comptabilise les 2 petits chiffres qu'on doit mettre ici. Pour avoir 226 au total, alors que l'hélium en a pris 4, c'est bien parce qu'il en reste 222. Pour avoir 88 protons au total, alors que l'hélium en a pris 2 avec lui en s'échappant, eh bien c'est qu'il en reste 86. On retombe donc sur l'élément 86. On va voir dans notre tableau pour trouver la petite case numéro atomique 86 et on reprend le symbole correspondant. Ici, c'est du radon. Petite pause dans la vidéo. Vous faites l'exercice 2 qui se trouve à la page 219 également. Dans cet exercice 2, on vous demande d'écrire l'équation nucléaire décrivant la désintégration alpha, hélium 4,2 qui s'échappe, en partant de cet atome dont vous avez le symbole, peu importe si vous ne connaissez pas les noms des symboles, on n'en a pas besoin, l'atomium, 212,85. Et donc vous avez ici toutes les informations pour y arriver, d'accord ? À vous d'aller voir dans le correctif après avoir essayé. Et si vous avez des questions, encore une fois, vous les notez. Deuxième type de désintégration, c'est la désintégration bêta. Et là, on peut avoir 2 désintégrations de 2 types, bêta négative et bêta positive. D'accord ? Quand il s'agit de la désintégration bêta négative, c'est un électron qui est produit. Et la particule bêta négative, c'est un électron. Attention, pas électron comme en chimie avec un petit moins au-dessus de son E. Non, écriture nucléaire, notation nucléaire pour cet électron. D'accord ? Le carbone 14 est un élément radioactif qui se désintègre, d'accord, par l'émission d'une particule bêta négative. Comment on écrit ceci? Comme on l'a appris pour la particule alpha, quand cette bêta négative sera produite, elle s'échappera à grande vitesse, ce qui libérera une quantité d'énergie importante. On connaît la notation de notre électron, 0 proton neutron, mais par contre une charge de -1.
À partir du carbone 14, dont on connaît les informations au niveau nucléaire, pour avoir 14 nucléons, si l'électron n'en prend aucun, c'est qu'il en reste bien 14. Pour avoir une charge égale à 6, alors que l'électron est chargé par une charge moins 1, c'est qu'on doit avoir ici une charge égale à 7. 7 moins 1, on a bien une charge égale à 6. On a nos deux petits chiffres, 7 et 14. C'est le chiffre d'en dessous, le Z, le numéro atomique, qui va nous permettre de nous retrouver dans notre tableau. Je cherche l'élément numéro 7. Il est ici, en 2. Voilà, il est ici. Il s'agit de l'azote. Je n'ai plus qu'à recopier le symbole grand N pour notre azote. Autre type de désintégration bêta, c'est une désintégration bêta positive. Et donc, on a aussi émission d'une particule bêta, mais qui cette fois-ci n'est pas un électron, mais est un positon. Un positon, c'est l'antimatière, le complément de l'électron, c'est-à-dire qu'il a la même masse, la même composition, sauf que, grande différence quand même, il ne porte pas une charge négative, mais une charge positive. D'accord? Et donc, on pourrait repartir sur une discussion. Faites des recherches si vous en avez l'envie, sur toute la composition de la matière. Et donc, on a toute une balance entre la création de la matière et de l'antimatière. Et donc, ici, on a un exemple de l'antimatière, c'est-à-dire l'électron par rapport au positon. Le carbone 11 est, lui, un élément qui se désintègre sous forme de l'émission d'une particule bêta positive, donc d'un positon. Oui. On part de notre carbone 11, on connaît sa composition nucléaire, on sait qu'il va produire par désintégration une bêta positive, on écrit correctement cette bêta positive, il nous reste à trouver en quoi ce carbone va se transformer suite à l'émission du bêta positif. Notre petit calcul, on doit avoir 11 nucléons de chaque côté, on doit avoir 6 charges de chaque côté. On a notre chiffre 5 qui correspond au numéro atomique de l'élément recherché. On va voir dans notre tableau le numéro 5, eh bien c'est le bore, on indique son symbole. Exercice 3, page 219, c'est une réaction bêta négative. Ensuite, et le titre est ici, il s'applique à la page suivante, le troisième type de radioactivité, c'est, après alpha et bêta, eh bien ce sera gamma. Attention, et on en discute juste après, mais regardez bien le titre. Jusqu'à maintenant, on a parlé d'une désintégration, alpha, bêta négative, bêta positive. Ici, ce n'est plus une désintégration, c'est une émission. Et donc, dans le cas gamma, on n'est pas ici avec un changement dans la composition qui entraîne un changement d'éléments, comme c'était le cas dans les désintégrations. Je reviens à la page précédente. Le carbone se transformait en de l'azote parce qu'on changeait de numéro atomique. Le carbone 11, lui, se transformait en bore parce qu'on changeait d'une autre manière de numéro atomique. Ici, avec l'émission gamma, on ne change pas d'élément. Le radon reste du radon. Seulement, le radon qui est pris ici comme réactif de mon équation nucléaire est un radon pour lequel on a mis une petite astérisque au-dessus de son symbole. Cet astérisque m'indique que le radon est dans un état excité, c'est-à-dire trop riche en énergie. Une manière de libérer cette énergie va être l'émission de particules alpha, bêta moins, bêta plus. Mais le radon ne fonctionne pas, lui, comme ceci. On a une autre manière, c'est d'émettre une onde porteuse d'énergie. Et donc là, on a bien une onde qui est une onde électromagnétique du type de l'onde lumineuse. Ces ondes, on les verra juste après, au deuxième trimestre, à partir du mois de janvier, d'accord ? Ce qui va nous permettre de comprendre comment des ondes peuvent transporter aucune matière du tout, on n'a pas de particules qui est émise, mais par contre une grande quantité d'énergie. D'accord ?
Dernier point à voir pour aujourd'hui, la série radioactive. Quand un élément se transforme, c'est parce qu'il est instable, il y a trop d'énergie. Il faut que cette énergie s'évacue pour que les forces et les énergies se compensent et qu'on arrive, parfois avec un certain nombre d'étapes, à avoir un élément stable qui va rester tel quel dans la nature sur notre planète Terre. Tout ceci peut se faire en une seule fois, arriver à un élément stable. Tout ceci peut se faire en plusieurs étapes si besoin. Par exemple, le polonium est instable et réémet une quantité d'énergie sous forme de désintégration alpha. Il se transforme en plomb, qui lui-même est instable aussi, mais qui lui va émettre une particule bêta négative, qui va se transformer donc en bismuth 210, qui est toujours trop instable et qui donc va émettre une bêta négative pour se transformer en polonium. Le polonium 210 est toujours instable, émission d'un noyau d'hélium particule alpha, et enfin, après toute cette série d'émissions, eh bien, on arrive de désintégration alpha et bêta négative, plutôt, on arrive à créer un atome de plomb qui lui est stable et qui donc va rester avec ses 206 nucléons, dont 82 protons, de cette manière-là dans la nature. L'activité de chaque source radioactive, eh bien, c'est une grandeur qu'on peut mesurer avec certains appareils. L'unité de mesure, c'est le becquerel, tout comme on mesure une force en newton, une vitesse en mètres par seconde. Eh bien, l'activité d'une source est exprimée en becquerel, d'accord ? Et on symbolise l'activité par un grand A. Ça correspond à quoi ? Ça correspond au nombre de T-intégrations par unité de temps. Si un atome de bismuth se désintègre pour donner un atome de polonium à chaque seconde, son activité sera de 1 becquerel. Si 10 atomes se désintègrent par seconde, son activité de 10 becquerels, etc., etc. Voilà pour la suite. On s'était fixé les 5 premières pages, on voit la suite ensemble une prochaine fois. Je vous précise seulement que j'ai mis sur le site Classroom, dans notre cours, au chapitre 1 de la physique, sur la radioactivité, les différents cours, les différents supports de cours en PDF, version vierge, version complétée par moi-même, les vidéos nécessaires, ainsi que le scan du correctif, des 3 exercices à faire. Et vous avez ici 4 exercices complémentaires avec leur résolution. Voilà, bon travail, à la prochaine fois.